rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un cinéaste important qui s'appelle Tony Scott. Vous le connaissez. En plus de cela, dans quelques semaines, je crois le 19 août 2022, je crois que ça fera 10 ans que Tony Scott nous a quittés. Et il y a un livre, il existe, il s'appelle Tony Scott on Fire. Et c'est édité chez Rouge Profond. Je salue Guy Astic pour le soutien apporté à la conception de cette émission. Et ce livre est écrit par Charlotte Largeron. Voilà le livre, il est là. Et Charlotte est là aujourd'hui pour en parler. Merci à toi. Comment vas-tu ? Je vais bien, je te remercie. Super, et toi ? Eh ben écoute, très content parce que il faut dire que ça fait un certain temps que cette émission devait se faire et c'est toujours de ma faute. Donc, enfin, je suis assez content que enfin nous pourrons. Il faut savoir qu'on enregistre un dimanche, donc je tiens à remercier énormément Charlotte pour sa disponibilité. Bon, allez, on va parler de ce cinéma parce qu'en plus de cela, il faut savoir une chose, une confidence. C'est que je fais partie de ces personnes qui ont toujours mis un peu de côté Tony Scott et qui étaient plus sur Ridley. Et donc, j'ai envie de te dire que je suis un très bon client pour le coup. Et ce livre en tout cas, donne envie plutôt de revoir ces films-là et de les reconsidérer autrement. Mais avant qu'on commence à parler donc de l'intériorité de ce livre, dont je rappelle que le lien est dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dans le site Rouge Profond et vous pouvez vous le procurer. Juste une chose. Je voudrais savoir un peu comment s'est passée la première rencontre avec un film de Tony Scott. C'était lequel d'ailleurs ? Et puis est-ce que très très vite pour toi ça a été une évidence ? Je crois que je me souviens pas en fait quel film de Tony Scott j'ai pu voir en premier. Je sais pas si c'est Top Gun ou Le flic de Beverly Hills ou Jour de tonnerre ou j'en sais rien. Je sais qu'il y a 2 films qui m'ont marqué, donc True Romance et Le Dernier Samaritain. Et aussi Jour de tonnerre parce que moi je suis une vraie fan de films de voiture. donc voilà. Et je pense que vraiment ce qui m'a fait aller vers Tony Scott et ce qui a fait que je me suis dit que je le suivrais tout le temps qu'il ferait du cinéma, c'est True Romance, même si on pense beaucoup à Tarantino. Pour moi, ça a été décisif. Qu'est-ce que tu penses de ceux, dont moi d'ailleurs, qui ont le truquidance de dire True Romance, c'est voilà, il y a un très bon scénario de Tarantino, mais la mise en scène ne décolle pas. Qu'est-ce que tu dis à ça ? Je dis, mais est-ce que tu es sûr que tu as bien vu le film en fait ? T'es certain ? Non, enfin, la mise en scène de Tony Scott, elle est géniale. Elle est un peu plus classique que sur les films qu'il fera après. Mais justement, enfin, je la trouve vraiment très belle. Il y a une mise en lumière, un éclairage. Les acteurs sont tellement bien mis en valeur. La musique, enfin... Non, moi, je trouve que sa mise en scène sur le film, elle est sublime. Et c'est le film qui m'a donné envie de m'intéresser à Tony Scott et de le suivre de près. Donc c'est compliqué pour moi. Ah oui, mais tu aurais pu aussi répondre par un non-silence, donc je suis très content que tu me donnes cette réponse. Mais on va parler de tout cela, bien évidemment, parce que dans le livre, un moment qui est divisé en 2-3 parties, je dirais, il y a 2 parties, donc, dont une qui fait une espèce de transition. On va parler de ça aussi au niveau de la guerre, le traitement de la guerre. La seconde partie, c'est vraiment axé autour de l'esthétisme, la mise en scène, le style, tout cela. Donc, on va parler de ça. Mais bien évidemment, avant cela, je voudrais quand même au moins préciser que tu avais déjà écrit en 2013 dans la même collection, il y a un livre qui s'appelle Guillermo del Toro, des hommes, des dieux et des monstres, et que surtout, ça c'est très important parce que je trouve que surtout aujourd'hui, c'est un acte de résistance, donc je voulais quand même le préciser que tu as cofondé avec Jean-Michel Durafour, qui était déjà venu d'ailleurs chez Microciné et qu'on salue, et Guy Astic, vous avez cofondé la librairie Lagon Noir, qui est implantée au cœur de la ville d'Aix-Provence. Oui, et ça, c'est important de le dire parce que c'est tellement rare ce genre de géographie, de lieux qu'il faut quand même le citer. Voilà. Alors, donc, question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu te dis, parce qu'il faut savoir que si je ne me trompe pas, à part le bouquin de Marc Moquin qui reprenait sur le dialogue entre les frères Scott, qui s'appelait donc Ridley, Tony Scott, frères d'armes, et qui était déjà venu chez Microciné pour en parler, c'est, je pense, le premier livre français en tout cas sur Tony Scott.
Il y a un autre livre qui était sorti chez Rokirama, qui est très bien fait aussi, D'accord. qui est sur Tony Scott, qui est un livre vraiment très sympa, mais c'est aussi, on va dire, c'est un livre de fans aussi, en fait. Un livre de passionnés de cinéma et de fans, voilà. Je pense que moi, je vais Et un peu plus vers l'essai. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans le questionnement de la filmographie de Tony Scott? Est-ce que c'était dû aussi qu'il y avait une forme de... Parce que généralement, quand on se lance dans un projet, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Et donc, on veut ça. Et il y avait cela. Ah oui, mais complètement. Moi, je me suis toujours dit, même de son vivant, que c'était bien dommage qu'il ne soit pas plus reconnu et qu'il y avait une vraie personnalité, un vrai projet dans son cinéma et que c'était pas du tout entendu. Et je voulais vraiment remédier à ça, en fait, et dire non, non, en fait, Tony Scott, c'est un réalisateur important et c'est pas juste un filmmaker hollywoodien. Mais comment tu peux expliquer que pendant de très très longues années, de très longues décennies jusqu'à la fin, même aussi, je me souviens de certains articles, quand il est mort, enfin, c'était très très bizarre parce qu'on a même avec sa mort, on avait tendance à forcément ne pas le réhabiliter. Enfin, il y a un rapport avec la critique qui est très particulier. Et comment tu peux expliquer ça? Bon, parce que c'est du cinéma d'action. Et le cinéma d'action, c'est aussi un cinéma qui marche. Donc, voilà. Donc, des cinémas qui fait beaucoup d'audience, qui est multidiffusé à la télé. Bon, aujourd'hui, les critiques, ils ont un peu changé d'avis en regardant à nouveau sa filmographie dans l'ensemble. Mais sinon, c'était un pur produit de films américains. Et je pense qu'il n'allait pas au-delà de ça, en fait. Parce que si on regarde les films de près, il y a toujours quelque chose de très intéressant. Et ces films, les films de Tony Scott, est-ce que ça dit beaucoup plus de choses de la société dans laquelle il vit ou ça dit plus de choses du genre, du film d'action? Je pense que ça dit surtout des choses sur le genre et sur le cinéma. Je crois que c'est un cinéaste qui fait du cinéma, en fait, et qui aime le cinéma. Le cinéma, c'est du mouvement, c'est ça, non? Et donc, je veux dire, il fait du cinéma d'action. Le cinéma d'action, c'est du mouvement, c'est la base, et à partir de ça, on peut construire des tas de choses, et c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'après, au fil de sa filmographie, ça a un petit peu changé, son discours aussi sur l'état du monde, etc. Mais on peut voir sa filmographie sous plein d'angles différents, dans l'histoire du cinéma, l'histoire de ce que ça raconte, de la société à ce moment-là, et puis son propre parcours à lui, en fait, qui est un parcours artistique vraiment intéressant, de plus en plus ciblé, on va dire. C'est-à-dire que oui, c'est ce que tu dis dans la première partie, c'est qu'on s'aperçoit que les années 2000, c'est vraiment une période où, enfin, c'est malheureusement ça un peu, mais c'est vraiment une période où il expérimente énormément. Mais Oui. j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était finalement de l'expérimentation parce qu'il y avait tellement une distorsion de l'image. Enfin, c'est très très paradoxal tout ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que déjà, je pense que si on regarde ces films un peu dans le désordre, on va pas forcément s'en rendre compte et on va se dire que ça peut se noyer dans la masse et si on regarde pas en quelle année le film a été fait, etc. Mais si on regarde la continuité de sa filmographie, on se rend compte vraiment qu'il y a un vrai travail sur la technique, sur l'image. Et c'est pour ça que dans le livre, j'explique toujours que Tony Scott, il fait du cinéma comme un peintre fait de la peinture, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre pour apprécier à sa juste valeur chacun de ses films. D'où il vient, Tony Scott? On connaît, enfin, je veux dire, tu parlais de son parcours. Bon, tu dis qu'il est né, enfin, sait qu'il est né en Angleterre en 44, hein, mais il vient d'où? Est-ce qu'il a eu le même parcours que son frère? Exactement le même, en fait, ils ont tout à fait le même parcours et puis ils ont commencé à travailler ensemble et puis ils ont d'abord fait une école d'art, donc ce sont d'abord des artistes
évidemment, ça se sent de façon plus directe chez Ridley Scott parce que ça passe par l'image et ce qu'il y a dans le cadre. Alors que Tony Scott, lui, fait bouger le cadre aussi. Et c'est là que ça se différencie. Mais sinon, ils ont exactement le même parcours. Et puis, ils ont exactement les mêmes écoles, le même travail technique, les mêmes techniciens, les mêmes acteurs, les mêmes... vraiment, c'est très similaire, en fait. Mais après, je peux comprendre qu'on aime plus ou qu'on comprend mieux le cinéma de Ridley Scott. Non, mais ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, j'ai envie de te dire, c'est pas un problème et on n'est pas là aussi pour comparer les deux. Non, non, c'est plutôt là pour parler surtout du cinéaste. Est-ce qu'il a fait partie. Enfin, je veux dire, quand il commence, il commence par faire de la publicité avant de faire du cinéma, Tony Scott. Oui, oui. Après, il en aura fait aussi tout au long de sa carrière. C'est ça qui est génial, c'est qu'il s'est jamais arrêté, en fait, de faire des commercials parce que il expérimentait la technique en fait sur ses publicités et c'est hyper intéressant d'aller voir ces publicités parce qu'on y retrouve un condensé de son cinéma en fait et le fait de travailler sur de la pub ça donne une rigueur très profonde sur le rythme tout doit être hyper cadré en fait et moi je trouve ça vraiment très fort en fait. Et c'est marrant parce que je me souviens, non, j'étais trop jeune, mais c'est très drôle parce que dans les années 80, on avait tendance à parler d'esthétique de la pub et c'était un peu cette espèce de grand ennemi comme ça. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, on reconsidère cela. En fait, finalement, c'est juste il faut juste attendre qu'il y ait une autre génération qui arrive pour essayer de reprendre tout ça et de réécrire cette histoire du cinéma. Parce qu'on est vraiment là-dedans quand même. Oui, c'est toujours comme ça de toute façon. Et puis, je pense que c'est un peu le côté, comment dire, dans les années 80, quand ces cinéastes anglais ils sont arrivés aux États-Unis avec leur esthétique très pub, très ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Et puis aujourd'hui, ça peut être encore décrié, même si on est toujours là-dessus. En fait, on va dire que c'est idiot, mais ça va contrer un peu le cinéma. On va dire, je sais pas, plus d'autoriste, mais c'est bête parce qu'on peut travailler la technique tout en étant un grand auteur. Eh ben là, tu viens de citer le mot auteur. Si on devait identifier le style de Tony Scott, parce qu'il a un style, ce serait quoi exactement? Et déjà, est-ce que ce style-là se retrouve... C'est Melville qui disait, moi j'aimerais qu'on prenne mon premier film et mon dernier, qu'on y trouve des similitudes. Est-ce qu'il y a de ça chez Tony Scott, même si, bon, malheureusement, il n'a pas... Enfin, le dernier film, on ne savait pas que ça serait son dernier, mais est-ce que ce style-là existe depuis le début, a existé depuis le début? Non, parce qu'entre The Hunger et Unstoppable, il y a quand même une grosse différence. Moi, je pense que c'est un artiste en évolution. Mais c'est un artiste artisan et technique. Et ça, il l'a toujours été, du début jusqu'à la fin. Mais quand, par exemple, il fait un film comme Top Gun, on va dire ça comme ça, et puis plus loin, il fait True Romance, je veux dire, est-ce que l'accueil négatif de la critique qu'il a dû recevoir, la réception pardon, négative de la critique était parfois due aussi souvent à ce qu'il racontait, ce qu'il mettait en avant. Par exemple, Top Gun, je me souviens que on parlait de patriotisme ou je ne sais quoi, alors quand même que c'est un cinéaste anglais qui vient. Enfin, c'est très drôle, mais est-ce qu'il y avait de cela? Est-ce que on lui reprochait aussi de ne pas tenir compte de ce qu'il racontait, d'être uniquement sur le visuel? C'est peut-être plus vrai pour ce genre de film, évidemment. C'est des films de commande, hein, que ce soit Top Gun ou que ce soit True Romance. Après, quand il fait Revenge, c'est quand même très beau. Et puis, au plus on avance, au plus les films sont personnels et au plus on a une dimension politique ou sociale qui est intéressante à regarder. Donc, je pense qu'en plus, il prend de liberté, avec le temps, après aussi avec Free Scott, quand il commence à faire vraiment les films qu'il a envie de faire, on peut ressentir qu'il y a un discours derrière, en fait. Mais je peux comprendre, hein, mais Top Gun, c'est un film de commande. Et puis sur Top Gun, il n'a pas fait le film qu'il voulait faire, donc bon. Il voulait faire quoi?
il voulait faire une sorte d'Apocalypse Now sur un porte-avions, donc quelque chose de très violent, très, très, très. Voilà, c'est pas le film qu'il a fait. Après, je pense il a apporté quand même sa personnalité au film, mais il est rentré dedans. Ça a été compliqué avec les producteurs quand même. Mais c'est ça, en fait. Ça a été comme ça toute sa vie. Finalement, c'est ce que tu expliques dans le bouquin, c'est qu'il y a toujours eu une lutte contre plutôt les producteurs et que ça. Et ce qui est très drôle, enfin, ce qui est très drôle, non, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est aussi à l'image de quelques récits dans ces films. Ouais, cette espèce de combat permanent, de dualité, ou d'arriver à se révéler se révéler dans une forme de combat permanent. C'est le sujet toujours de ces films, c'est la façon dont les films sont faits aussi techniquement, et c'est ce que lui, il a vécu aussi sur les tournages, généralement, oui. En tous les cas, dans une première partie de sa carrière, c'est sûr. Et ensuite, c'était comment dans la dernière partie de sa carrière, à partir des années 2000 ? Là, je pense qu'il a commencé à faire les films qu'il avait vraiment envie de faire. Avec... Moi, je pense que ça peut commencer même avec Le Fan, même si Le Fan, c'est un peu tôt, mais au moins, on est déjà dans un basculement dans la technique. Voilà, puis il commence à travailler avec Harry Gregson Williams. Après, il y a vraiment quelque chose... ils sont très... fusionnel, je trouve, la mise en scène et la musique, cette espèce de mélancolie et de force technologique, les deux ensemble, comme ça, c'est très étonnant. Et puis, je trouve que après ces films sur Men on Fire, il expérimente tellement, et le film est quand même vraiment très réussi. C'est beau ce que ça raconte. Déjà vu, c'est quand même un film très romantique en vrai. Voilà, donc je pense qu'il va vers un cinéma plus expérimental, parfois foutraque, comme dans Domino. Et puis après, il resserre, et je trouve que quand on arrive dans Unstoppable, c'est du pur cinéma d'action, en fait, dans ce qu'il a de plus vrai, de plus fin, de plus... Voilà, c'est intéressant. J'ai l'impression que lorsque tu as dit le mot romantique, tu l'as dit avec des pincettes, ce mot-là. Et c'est très drôle parce que il y a tout un chapitre où effectivement on parle de cela, parce que dans ces films, effectivement, les présences féminines sont assez rares. Et, oui. Mais ça reste finalement, comment dire, ça n'est pas un cinéaste qui fait des films d'hommes comme je sais pas moi, les Raoul Walsh par exemple, des choses comme ça. Non, c'est pourquoi tu voulais à tout prix effectivement pas reconsidérer cela, mais plus ou moins, dire au fait que ça existe et qu'il faut vraiment bien regarder. Bah oui, parce que ça existe dans son cinéma. Les figures féminines dans son cinéma, c'est pas juste des gentilles femmes. La copine du héros, en fait, elle a toujours une force très présente, que ce soit par sa fonction ou dans ce qu'elle va faire. Et après, il y a aussi cette vision d'homme qui est le regard amoureux. Donc, en fait, Tony Scott, il regarde aussi avec amour. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi quand même de la sensualité, qu'il y a aussi... et moi, j'aime bien la combinaison des deux dans ces films. Et je trouve, oui, qu'en fait, c'est vraiment un cinéaste romantique. Et ça se sent, non ? Il aime raconter des histoires d'amour quand même. Je veux dire, trop romance... c'est lui qui a décidé que ça finirait comme ça. Tarantino, il n'en aurait pas fait un film romantique comme ça, on le sait. Déjà vu, c'est une sublime histoire d'amour. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Revenge, surtout avec son director's cut, qui est absolument sublime et qui met vraiment l'accent sur cette relation passionnelle entre les deux personnages principaux. Donc, je crois, oui, c'est vraiment un cinéaste romantique. C'est sûr que vers la fin, il privilégie plus le dialogue social, on va dire, dans ses derniers films, notamment dans Unstoppable. Mais les figures féminines sont toujours particulières et douces. Et j'aime beaucoup, moi, la façon dont il traite les personnages féminins. Mais et j'ai c'est rare l'impression dans les films d'action. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un cinéaste qui, enfin non, j'ai pas cette impression parce que c'est le livre qui le dit, mais à savoir que
pour le coup, c'est vraiment un cinéaste qui fait des films en résonance avec la société, avec l'ambiance même de la société. Les années 90, je me souviens très bien que, et pas forcément aux États-Unis, mais dans le monde entier, il y avait comme ça des motifs très très forts au romantisme noir, dans les films asiatiques. Enfin, il y avait de cela. Et alors que les années 2000, bon, bah, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, c'est plusieurs écrans et on travaillait beaucoup là-dessus. Donc, en fait, c'est vraiment un cinéaste qui a toujours, vraiment, comme on dit très souvent, qui ouvre la fenêtre de sa chambre pour regarder un peu le monde. Mais complètement. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire déjà décennie par décennie, de regarder les années 80, son cinéma dans les années 80. Ça permet vraiment déjà de montrer c'est quoi le cinéma dans les années 80. Et ensuite, c'est quoi la société dans les années 80. Et on peut faire la même chose les années 90 et les années 2000 avec les bouleversements sociaux qu'on a connus à chaque fois. Ça se ressent en fait toujours dans ces films. Hein. Ces films sont très différents et ils sont très imprégnés d'une réalité sociale, c'est certain. Et est-ce que c'est aussi à travers les acteurs et actrices qu'il choisit? Ça, je sais pas, je sais pas trop dire. Ouais, j'imagine peut-être. Après, il les a toujours choisis vraiment par affinité, feeling. Tony Scott, il disait qu'il choisissait ses acteurs parce que pas pour ce qu'ils pouvaient créer, mais pour ce qu'ils pouvaient montrer. C'est-à-dire, pour lui, s'il prenait Denzel Washington, il voulait pas que ce soit que Denzel Washington joue autre chose que Denzel Washington, en fait. Et qu'il voulait montrer toutes les facettes que peut avoir l'acteur. Et donc, il choisissait aussi ses acteurs comme ça. Plus de cette façon-là, de dire l'humain est là, et on peut juste, voilà, je crois qu'il voyait plutôt ça comme ça, et je trouve ça assez intéressant. Alors, évidemment, ça marche très bien avec Denzel Washington sur toute la fin, puisqu'il a tourné quand même 5 films avec lui. Je pense qu'il aurait pu en tourner encore plus, mais parce que c'est vraiment un acteur aussi qui a un parcours assez similaire, qui a joué des rôles très politiques, et puis d'autres non, et puis voilà, donc je pense que c'était une belle alliance en tout cas sur la fin avec Denzel Washington. Et puis effectivement, après, il y a les acteurs hyper connus ou hyper à la mode de chaque décennie, on va dire. Tom Cruise dans les années 80, voilà, mais bon, c'est aussi lui qui l'a révélé. Mais il le fait tourner, il le refait tourner. Et puis beaucoup plus tard, on a quand même Brad Pitt, Will Smith, voilà. C'est sûr qu'on connaît très bien les acteurs des films de Tony Scott, plus que le fait que ce soit Tony Scott qui les ait réalisés. Oui, on a cette impression qu'il y a une connexion comme ça très forte avec le cinéma hollywoodien, où il y avait des grands cinéastes qui avaient tendance à... Quand on voyait les acteurs, le star system qui était dans leurs films-là, c'était... Enfin, comment dire... on voyait pas forcément les personnages, on voyait Gary Cooper, et même très souvent on disait c'est un film de Gary Cooper, alors que parfois c'était Hawks qui l'avait fait, mais on avait complètement... Il y a comme ça un truc très fort avec, pas l'ancien cinéma, ça veut rien dire, mais avec un certain état des lieux du cinéma hollywoodien, je trouve. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, ça se ressent vraiment, et puis il laisse beaucoup de place aux acteurs, et il les met vraiment en valeur. En tout cas, il y a cette dimension de star ou de starification au centre du film qui est vraiment intéressant, qu'on voit moins quand même aujourd'hui. Et c'est... Ouais, c'est sympa quand même de se rendre compte de ça aussi. Et puis, quand on voit le nombre d'acteurs, en fait, qui aujourd'hui sont des légendes qu'il a pu faire tourner, c'est quand même fou. Enfin, des légendes, non. On va dire des stars au moins. Mais c'est quand même assez impressionnant. Après, il tournait beaucoup avec les mêmes acteurs que son frère, en fait. C'était soit il a fait tourner Tom Cruise, il l'avait vu aussi dans Légende. Voilà, il y a toujours une correspondance entre les deux filmographies. C'est-à-dire que Ridley Scott avait déjà fait tourner Denzel Washington, etc. C'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Est-ce que parfois tu penses un peu à comment il aurait filmé Maverick? Comment il l'aurait filmé aujourd'hui, Maverick? Est-ce que tu y penses souvent à ça?
Je sais pas. C'est un peu dur quand même pour moi, je dois dire. Maverick, je te raconte quand même. Je trouve que moi j'ai eu beaucoup de mal avec la sortie de Maverick parce que ils ont jamais parlé de Tony Scott en fait à aucun moment dans la promo, tu vois, genre mais ça m'a rendu Énorme. mais ça m'a Énorme. rendu dingue en fait. Ouais, ouais. Voilà, j'adore Tom Cruise parce que je trouve que c'est un très grand acteur, mais je trouve que quand même il abuse et que là c'était pour moi ça a été d'une violence extrême en fait de Ah, regarder. tu veux dire lui? Tu veux dire Tom Cruise qui ne parlait pas de Tony Scott, c'est ça dont Oui, tu bien veux sûr, dire? mais même Ah toute oui. la promo, en fait. Enfin, toute la promo s'est faite comme si le premier film était un film de Tom Cruise, en fait, Oui. et qu'il n'y avait pas de réalisateur derrière, quoi. Je veux dire que même Bruckheimer, qui a quand même travaillé souvent avec Tony Scott, à aucun moment il le cite, alors que le film ne fait que citer Tony Scott. Moi, je trouve ça extrêmement dérangeant, en fait. Et voilà. Après, je t'avoue que j'ai pas vu le film en entier parce que je suis allée au ciné, mais il y avait des rafales de clim, je crois que j'allais crever. Donc je suis sortie. Mais je m'en fous parce que ça m'intéresse pas en fait. Et le film ne m'intéresse pas, c'est du fan service. Enfin voilà, ça a beau être ce que c'est. Enfin, ça m'intéresse absolument pas. Et surtout, j'étais déjà très en colère en fait, donc c'était pas gagné quoi pour que j'apprécie ce film-là. Ouais. Et je sais pas, je sais qu'il avait une autre vision. Et moi, je pense que Tony Scott, il prévoyait de travailler beaucoup avec des drones pour faire ce film-là. Et je pense qu'il allait continuer dans son exploration de la technique, en fait, comme il avait pu le faire jusque-là. Donc, quelle caméra est-ce que je peux utiliser quel format d'image voilà, aller vers la science, comme il a toujours fait. Et donc, je pense qu'il aurait vraiment travaillé encore plus sur la technique, et donc avec des drones et peut-être des façons de filmer un peu plus différentes. Moins classiques que ce qu'est Maverick, en fait. Alors, ça serait bien, parce que quand même, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un livre, je le répète, c'est Tony Scott on Fire. Alors, tu l'avais évoqué, il y a une préface très importante de Harry Gregson Williams, qui a été son dernier véritable compositeur. Et d'ailleurs, il dit quelque chose de passionnant parce qu'il explique qu'il y a eu un film comme ça qui a fait il y a eu un style qui a été renouvelé j'aimerais bien que tu m'en parles de cela. Je crois que c'est sur le premier film qu'ils ont fait ensemble ou le deuxième, je ne sais plus. Mais il y a quelque chose qui s'est affirmé en matière de style. C'est-à-dire que tu as commencé à en parler, à savoir la cohabitation entre la musique enfin, que la musique participe à la mise en scène du film. Voilà, c'est ça. Ouais, alors je sais plus sur quel film c'est exactement, si c'est sur une Mideta ou sur Le Fan. Je crois que c'est sur une Alors, Mideta, je dirais. je vais te dire ça tout de suite. Moi, Parce que je je pensais que pense c'était. qu'avant, c'était Hans Zimmer encore. Et donc, bon, ben, de toute façon, Harry Gregson Williams est un élève de Hans Zimmer. Hein, il fait C'est partie de ça. son équipe. Je crois que c'est Men on Fire, si je me trompe pas, parce Ah que oui, c'est plus tard, ouais. c'est Men on Fire, je crois. Oui, parce que là, on arrive à vraiment une harmonie, en fait, parfaite entre le son et l'image. Voilà, il y a plus de décalage. La musique de Harry vient complètement souligner ce qu'on peut voir à l'image, et c'est absolument sublime. C'est comme j'ai dit, la musique de Harry, elle est très particulière parce qu'elle est à la fois très classique et aussi un peu postmoderne. Il y a vraiment quelque chose dedans de très technologique, de très puissant et une vraie mélancolie. Et c'est vraiment ce qu'on ressent quand même dans la dernière partie de la filmographie de Tony Scott. Enfin, on a vraiment cette dimension très un peu triste, un regard un peu non, un peu Mélancolique. ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est un accord parfait entre les deux. Et voilà. Et Harry est vraiment passionnant comme compositeur. Hein. C'est, c'est génial ce qu'il fait. Et il a travaillé sur les 2 derniers films de Ridley Scott. Et voilà, à chaque Ok. fois, il fait un travail vraiment très différent. Alors, c'est pas, on sent pas la même fusion parce que Ridley Scott, il veut quelque chose de particulier à chaque fois pour ses films. Et voilà. Mais là, je pense que il se connaissait parfaitement avec Tony Scott et que c'était facile de travailler ensemble pour ça.
on a compris que c'est un cinéaste très important, en tout cas dans ton histoire du cinéma. Comment on fait pour écrire un livre en essayant de mettre de côté pas la subjectivité, mais au moins cette espèce d'émotion qui peut parfois un peu déréaliser. Donc, comment tu as Ouais. travaillé la structure du livre? J'ai fait des recherches pendant au moins 3 ans. Donc, quand je fais ça, mais bon, c'est comme ça que je travaille. Donc, en fait, pendant 3 ans, je vais juste regarder les films, prendre des notes, regarder tous les making-of, prendre des notes, regarder toutes les interviews, prendre des notes. Enfin, je vais avoir 3 cahiers Les remplis de notes. commentaires, j'imagine les commentaires audio des DVD. Ouais, il y a Oui, tout. tous les commentaires audio, toutes les interviews, tout ce qui peut, enfin tout, enfin des tas, des heures et des heures et des heures de visionnage, de lecture aussi, parce que c'était très varié le cinéma de Tony Scott, donc ça m'a amené à aller lire beaucoup de choses dans plein de domaines différents, et ça c'était hyper intéressant. Mais c'est vraiment passionnant. Moi, c'est la partie que je préfère en fait quand j'écris, c'est cette partie de recherche qui dure très longtemps pour moi, parce que j'ai besoin que le jour où j'écris, ce soit hyper calé. En général, je sais comment je vais partir. Je savais que sur Tony Scott, je travaillerais beaucoup sur sa technique et sur son rapport à la peinture. Mais voilà, enfin, comme les films sont très différents, c'était absolument passionnant. Mais donc pendant 3 ans, j'ai pris des notes en fait, et puis après, ça m'a pris une année de rédaction à peu près. Un moment entre la première et deuxième partie, donc la première partie, tu reviens sur tous ces films, et là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, tu les traites de manière assez, également, Ouais, j'ai égale. essayé. Oui, il y en a quelques-uns quand même, mais bon, mais en tout cas, c'est rare de parler de The Fan de cette manière, donc voilà, il y a des choses intéressantes. Et puis, il y a un moment où je l'ai noté pour ne pas me tromper. Oui, tu dis, en gros, c'est dans la partie où tu parles de ce film de guerre c'était sur lequel il y avait un projet. Et puis surtout, tu dis, tous les films de Tony Scott, finalement, sont des films de guerre. Oui. Et même dans la manière, par exemple, là, j'ai un trou de mémoire, j'en suis désolé. Si, dans Le Dernier Samaritain, la manière qu'il a de filmer les matchs, c'est magnifique. ça. Et, oui. Oui, quand on voit la scène d'introduction du Dernier Samaritain, c'est quand même extraordinaire. Bon, il faut savoir, moi, je suis une vraie fan du Dernier Samaritain, mais moi, je suis une fan de Shane Black aussi, donc voilà, je pense que c'est celui que je connais le mieux, parce que je connais tous les dialogues, etc. Mais moi, j'avais été subjuguée, je pense, quand je l'avais vu par le traitement de cette séquence de sport. Voilà, j'aime beaucoup aussi les films de sport, donc c'est quelque chose que je regarde avec attention. Et filmé comme ça, à part un peu, dans L'Enfer du dimanche, peut-être beaucoup plus, c'est plus tard quand même, d'Oliver Stone, où il y a quelque chose aussi de très fort, de très puissant. J'avais jamais vu de filmer de cette façon-là. Et oui, il fait nuit, il pleut, on pourrait être en terrain de guerre, ce serait la même chose en fait. C'est filmé comme ça, hein, de toute façon, c'est certain. Et puis on retrouve ça dans beaucoup de ces films, la fin de True Romance, la fin d'Ennemis d'État, c'est des combats, c'est la guerre, quoi. Mais c'est un enfant de l'après-guerre. Qu'est-ce que, selon toi, fait qu'il y a quelque chose de... Il est fils de militaire aussi. Donc, je pense que ça y fait. Ses premiers films sont aussi des films sur... il y en a un qui est sur un soldat, un autre aussi. Donc, ouais, je pense que ça a dû quand même pas mal le marquer. Hein. Il doit y avoir quelque chose d'assez personnel dans son rapport à la guerre et au traitement de la guerre, en fait. Mais c'est très beau. Quand il le fait dans Spy Game, il le fait avec une certaine distance et en même temps avec une certaine vérité. Donc, c'est très beau. Et il y a toujours cette résonance avec l'actu dans Spy Game ou dans Ennemis d'État. Il y a toujours... Comment dire, oui. Un peu en avance quand même avec Ennemis d'État. Hein, quand on y pense, Ennemis d'État, c'est clairement en avance en fait sur le sujet. Hein. Après, c'était vraiment dans les années 2000, mais Ennemis d'État, il traitait d'un sujet que... Oui, d'accord, on traitait déjà de ce genre de sujet dans les années 70. Voilà, et Tony Scott adore les films d'espionnage des années 70, hein, il s'y réfère beaucoup. Mais le sujet vraiment d'Ennemis d'État, c'est les années 2000, 2010, voilà, qui sont arrivés après quand même. Non, c'est sûr, hein. C'était assez précurseur
Ennemi d'État. C'était un peu en avance quand même. Mais c'est quoi ce film de guerre dont tu parles dans le livre, ce projet qu'il avait de le faire, mais de l'attaquer frontalement pour le coup? C'était une adaptation de The Warrior, hein, c'est ça. Voilà. Et en fait, il voulait le faire dans les quartiers de Los Angeles parce qu'il connaît mieux. Je crois qu'il avait pris contact en fait quand il était quand il tournait Domino avec Mhm, des gangs et tout ça mhm. pour pouvoir préparer son film The Warrior qui aurait été en fait une adaptation, une réadaptation des Guerriers de la Nuit en fait, hein, de Walter De Hill qui Walter est Hill. un de ses cinéastes préférés. Et donc, voilà, il voulait refaire ça dans Los Angeles. Voilà, une espèce de guerre urbaine. Voilà, c'était un de ses projets, ouais. Et il y en avait un autre aussi, je crois. Alors là, pour le coup, qu'il voulait réaliser. Parce que je crois que l'adaptation, enfin, le remake de Warrior, je crois que c'était une production. Il voulait le produire. En tout cas, j'ai cru comprendre dans le livre. Oui, c'est In Honor Band. Je crois que c'est ça, oui. Alors, tu dis pendant longtemps, Tony Scott a travaillé aussi sur une adaptation cinématographique de In Honor Band, pardon pour mon accent, de Gerald Seymour. Le récit met en scène Barney Crispin, je crois, jeune soldat de l'armée britannique envoyé d'urgence en Afghanistan sur les ordres du ministre des Affaires étrangères. Et il y a un peu de cela. Je voulais savoir, tu le dis dans le bouquin, mais ce serait peut-être intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui a fait que ce projet n'ait pas été, il n'a pas pu le faire? J'en ai aucune idée. Mm. J'en ai aucune idée. Après, c'est comme Man on Fire, hein. Il faut savoir que s'il avait tourné quand il avait voulu, Man on Fire aurait été son deuxième film. Donc, il aurait fait... Enfin, je sais pas si on peut imaginer, mais la carrière différente qu'il aurait pu avoir s'il avait fait The Hunger, Man on Fire, et continué comme ça. Enfin, on fait jamais les films, enfin, les cinéastes ne font jamais les films quand ils veulent les faire. Et puis, une carrière, elle se fait aussi beaucoup avec les films qu'ils font pas. Donc, on retient que ce qu'ils font, mais voilà, c'est pas ce qu'ils sont non plus. Et pour ce film-là, j'avoue que j'en sais pas plus, hein. C'est ce que j'avais lu, mais j'avais pas pu avoir plus de renseignements. Alors, je rappelle, donc Tony Scott On Fire, c'est édité chez Rouge Profond. Dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et comme ça, vous pouvez vous le procurer. Dernière question, et je trouve que c'est vraiment passionnant de terminer comme ça parce qu'en même temps, ça fait fermer le clapet à certains détracteurs de Tony Scott. C'est le fait que tu fasses une connexion avec Jean Epstein. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça, par rapport à la notion de déconstruction du temps. Et ça, j'aimerais bien voulu que tu en parles un peu parce que c'est fascinant. Oui, eh bien, c'est simplement parce que Jean Epstein, c'était comme Tony Scott, c'est-à-dire un amoureux du cinéma. Et il aimait vraiment profondément le cinéma. C'était un philosophe, un poète, et il pensait le cinéma, en fait. Donc, il faisait du cinéma et il pensait le cinéma. Et il faisait du cinéma avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de volonté et aussi en travaillant énormément la technique et en jouant beaucoup avec la technique en fait. Raconter une histoire, on peut le faire à l'oral, on peut le faire... mais pourquoi raconter une histoire à travers le cinéma si c'est pas pour utiliser le mouvement, les plans, le montage et tout ce que la technique du cinéma peut apporter. Et c'est pour ça que j'ai fait cette connexion entre les deux parce que je pense qu'elle est vraiment... Elle existe vraiment, en tout cas, dans ce rapport au cinéma qui est celui aussi du technicien et d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire avec un film, en fait. Oui, on raconte une histoire, mais ça sert pas... Enfin, c'est pas ça, en fait, un film. Donc, un film, c'est plus que ça. C'est une œuvre, en fait. Et donc, une œuvre, elle est composée aussi de plans, de cadres, de montage, de très gros plans. Tout ça. C'est pour ça que je fais ce rapport-là entre les deux. Et évidemment, on est à une distance temporelle hyper importante. Mais si on regarde un film d'Epstein et qu'on regarde un film de Tony Scott juste après et qu'on peut alterner les deux comme ça, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'échos qui se font et c'est assez passionnant. Mais ça t'est venu comment cette connexion-là? Quel était le déclic? Le déclic, c'est que j'étais en train de retravailler certains chapitres de Tony Scott et je découvrais certains films d'Epstein en même temps.
Et voilà, et donc les deux, voilà. Mais ça m'aurait pas fait la même chose si j'avais découvert un autre cinéaste qui n'a rien à voir. Là, les connexions, elles existent véritablement. Donc c'est vraiment intéressant. Sur la technique, c'est fabuleux. On regarde l'un, on regarde l'autre, c'est superbe. D'ailleurs, avant de te laisser tranquille, il faut quand même que je souligne le travail important sur l'iconographie, les illustrations qu'il y a dans ce livre, parce que, ce ne sont pas des illustrations, pardon, c'est vraiment c'est pensé surtout comme un exercice de montage, donc il y a quelque chose aussi qui est assez passionnant. Je voulais quand même, ça m'a rappelé parce que quand on parlait de Jean Epstein, il y a un moment, il y a des photogrammes qui sont passionnants et qui aident aussi à la construction du livre. Voilà. Oui. En tout cas, c'était un plaisir de discuter en tout cas de 0,0001% de ce qu'il y a dans le livre, hein, parce qu'il y a tellement de choses, parce qu'on aurait pu parler du collage. Ça aussi, un chapitre sur le collage, sur les inspirations. Tu l'as un peu évoqué, mais c'était intéressant. Sur Kurosawa, enfin, il y a énormément de choses. Vous savez comment ça se passe chez Microciné. C'est des espèces de teasers comme ça de 40 minutes. Procurez-vous le livre, il est passionnant. C'est édité chez Rouge Profond. Donc, quand je dis c'est passionnant, c'est un pléonasme. À Rouge Profond, c'est que de la qualité. Je salue Guy Astic encore une fois de plus pour le soutien. Tout est dans le descriptif. Et surtout, merci à toi, Charlotte, d'avoir fait l'effort. C'était vraiment, vraiment passionnant, en tout cas. Je te remercie. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.